Arles est une commune française, sous-préfecture du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville, chef-lieu de l'arrondissement d'Arles, est la commune de France métropolitaine la plus étendue, avec quelque 75 893 hectares, malgré plusieurs déductions successives, et la plus peuplée de la Camargue. La ville est traversée par le Rhône, et se trouve entre Nîmes, à 30 km, au nord-ouest, et Marseille, à 90 km, au sud-est. Durant l'âge du fer, du 8e au 2e siècle avant Jésus-Christ, Arles constitue l'un des principaux oppidats de la Celtique méditerranéenne. Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a plus de 2500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l'Antiquité à l'époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les aliscamps, ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu de Jules César a été découvert dans le Rhône, à proximité de la ville. En raison de son important patrimoine, la cité est classée ville et pays d'art et d'histoire, et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Ouverte au tourisme, qui est la première activité de la ville, elle accueille de nombreuses festivités tout le long de l'année. En décembre, drôle de Noël. En avril, la Feria d'Arles. Les rencontres internationales de la photographie pendant l'été, ainsi qu'en septembre, la fête du riz. La commune a obtenu 2 fleurs au concours des villes et villages fleuris. Géographie, localisation. La ville d'Arles se trouve dans le sud-est de la France. Les campagnes arlésiennes sont très étendues, et représentent la majeure partie du territoire communal. Elles sont organisées en 4 ensembles naturels bien distincts. Au nord, la plaine du Trébon et les Alpilles, à l'est, la Crau, et au sud la Camargue, dont la commune d'Arles possède la plus grande partie de la superficie, avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, 3e plus vaste commune de France métropolitaine, moitié moins étendue qu'Arles, qui s'étend sur 758,93 km². Communes limitrophes. Beaucaire, Fourques, Tarascon, Fontvieille, Paradou, Saint-Gilles, Saint-Martin-de-Crau, Sainte-Marie-de-la-Mer, Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Topographie. La ville et ses territoires. Arles est le lieu où commence le delta du Rhône, et qui constitue la porte de la Camargue. La ville initiale construite au 8 siècle avant Jésus-Christ, sur un rocher dominant la rive gauche du Grand Rhône, s'est développée ensuite à l'ouest, sur la rive droite, quartier de Trinquetaille, puis au sud, quartier du Vieux-Bourg, de la Roquette, et de Bariol, et au nord, quartier Montplaisir, et du Trébon. La présence de marais à l'est a limité son développement dans cette direction. Durant l'âge du fer, du 8e au point d'interrogation 2e siècle avant Jésus-Christ, Arles constitue l'un des principaux oppidats de la Celtique méditerranéenne. La ville d'Arles est fortement marquée par la présence du Rhône, qui coupe la ville en deux, et qui reste encore même de nos jours, une menace lors des crues, comme celle de 2003. La commune d'Arles est, de très loin, la plus étendue de toutes les communes de France métropolitaine. Avec sa superficie d'environ 759 km², elle est grande comme 3 fois Marseille, 240 km². Son territoire comprend 3 espaces naturels remarquables, au nord les Alpilles, au sud la Camargue dont elle possède la plus grande partie de la superficie, avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, 3e plus vaste commune de France métropolitaine, moitié moins étendue qu'Arles, et à l'est, la Crau avec Saint-Martin-de-Crau, qui faisait partie de la commune d'Arles jusqu'en 1925. Outre la ville proprement dite située au nord du territoire, la commune d'Arles inclut de nombreux bourgs et hameaux éloignés, notamment Albaron, Gimaux, Mastibert, Moulès, Raphaël-les-Arles, Salier, Salins-de-Giraud et Le Sambuc. La plaine du Trébon. Les Alpilles. Les Alpilles arlésiennes, qui correspondent au sud de ce petit massif, commencent à partir du monastère de Montmajour, bâti sur un îlot surplombant une plaine marécageuse asséchée à plusieurs reprises sous les Romains, au Xe siècle, puis au XVIe et XVIIe siècle, et enfin au XIXe siècle. Elle longe du nord à l'est les villages de Fontvieille, avec le moulin de Daudet, du Paradou, de Mossagne-les-Alpilles et de Mouriès. Il s'agit essentiellement d'une zone rocailleuse vallonnée avec un habitat clairsemé.
principalement orientée vers le tourisme et des productions agricoles, comme les plantations d'oliviers. La Crau. La Crau est une zone alluviale, constituée par la Durance avant que celle-ci ne soit capturée par le Rhône vers 70 000 avant Jésus-Christ, située à l'est d'Arles, et s'étend jusqu'à l'étang de Berre. La Crau arlésienne comprend les villages de Pont-de-Crau, Raphaël et Moulès, et jouxte à l'est la commune de Saint-Martin-de-Crau. Elle s'étend sur environ 20 000 hectares de terres agricoles consacrées aux cultures maraîchères et fruitières, à la production de foin et à l'élevage ovin. La Camargue. La Camargue arlésienne, terre deltaïque, dépend administrativement du canton d'Arles-Ouest de l'arrondissement d'Arles. Elle s'étend environ sur 40 000 hectares du nord au sud-est du delta du Rhône, et sur la rive gauche du Grand Rhône. Elle est limitée au nord et à l'ouest par le Petit Rhône, au sud par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, les tangs de Vaccarès, la mer Méditerranée, et la commune de Fos, et à l'ouest par le canton d'Arles-Est, la plaine de la Crau. Elle comprend les villages de Gimont, Salier, Albaron, Le Paty, Gageron, Mastibert, le Sambuc et Salins de Giraud. Véritable île, seuls 5 ponts et un bac la relient au Languedoc et au reste de la Provence, le pont de Saint-Gilles, les 2 ponts de Fourquelé, 2 ponts d'Arles au nord, et le bac de Barcarin au sud, pour lequel un projet de pont se fait toujours attendre. Un 6e pont, le pont de Silvéréal, à la limite sud de Vauvert, permet la traversée du Petit Rhône. En raison des risques d'inondation, son habitat est clairsemé, constitué principalement de mâts et de quelques villages pour la plupart très anciens, bâtis sur les Ségoneaux, ou des buttes artificielles datant généralement de l'époque romaine. L'agglomération la plus importante Salins de Giraud, la seule à avoir une vocation industrielle, est récente. Elle n'a été créée qu'en 1856 pour loger la population exploitant les salins. Pendant longtemps, de l'époque grecque au XVIIIe siècle, les Arlésiens y construisent des tours pour contrôler le commerce et les navires remontant les bras du Rhône. La Camargue arlésienne est structurée du nord-ouest au sud-est en fonction de la nature des terrains et de leur salinité. On trouve ainsi des terres céréalières, maraîchères et d'élevage, des rizières, des zones marécageuses, des salins et les lagunes côtières. L'avenir économique de cette région dépend de l'aménagement de la Camargue, la gestion des ressources, notamment de l'eau douce du Rhône entre des acteurs aux intérêts parfois opposés, producteurs de riz et exploitants des salins, par exemple, en sera un défi majeur. Toponymie, attestations anciennes. Arlat, dans la guerre des Gaules, Arlat en 954, Arles au XIIIe siècle. Étymologie. Le nom de la ville s'écrit Arles en provençal. Le nom d'Arles procède d'Arlat. Albert Dauzat a vu dans Arlat un thème pré-indo-européen arel, à valeur oronymique ou hydronymique, avec un suffixe pré-celticat. Cependant plus récemment, les toponymistes et spécialistes du celtique ancien reconnaissent un composé celtique Arlat, basé sur ar, devant, près de, voire armorique, et lat, marais, cf, gallois lait, bout, breton lait, bout, et vieil irlandais let, marais, boisson, d'où le sens global de lieu situé, devant les marais. On rapproche le celtique lati, supérieur lat, du vieux allemand letto, limon, et du latin latex, liquide, entre autres. Cette appellation convenait effectivement au site de l'Arles antique, qui était entouré de marais. On trouve également cette racine lat dans d'autres toponymes attribués à des bourgs situés dans des zones de marais, notamment en Provence ou en Languedoc-Roussillon, Latara du nom de Latra, le site archéologique proche de la ville de Latte, par référence au terrain marécageux qui entoure la cité. En Arles, comme pour les Ploucs et les Guides du Bas-Breton, on dit et entend parfois en Arles, son influence s'étend en Arles et en Provence. Cet usage, commun à Arles et à Avignon, remonte sans doute au temps où Arles n'était pas seulement une ville, mais un royaume. Il s'explique aussi par la fréquence de l'expression « le pays d'Arles », souvent employée dans la région à cause de l'étendue de la commune. Lorsqu'on ne parle que de la ville d'Arles elle-même, la forme qui tend actuellement à s'imposer est « Arles », mais cela n'empêche nullement, en Arles, d'être un archaïsme et un particularisme régional, non condamné par l'Académie française elle-même. Elle s'en explique d'ailleurs sur son site. On ne saurait condamner les tournures, en Arles, en Avignon, bien attestées chez les meilleurs auteurs,
et qui s'expliquent à la fois comme archaïsme, l'usage de « en » au lieu de « à » devant les noms de villes, surtout commençant par une voyelle, était beaucoup plus répandu à l'époque classique, et comme régionalisme provençal. Il semble cependant que cet emploi de « en » soit en régression. Rien ne justifie qu'on l'applique à d'autres villes, on ne dira pas « en Arras », en Amiens. En outre, le provençal ayant horreur du hiatus, des lettres euphoniques sont fréquemment utilisées, à Zédé, à Aix, à Avignon, à Avignon, à Narles, à Arles. Les expressions « en Arles » comme « en Avignon » peuvent également venir d'une adaptation de cette formulation. Histoire. Le blason d'Arles comporte plusieurs références historiques. Le passé romain de la cité est rappelé par l'étendard tenu par le lion en souvenir de la fondation de la colonie en 46 avant Jésus-Christ, et par l'inscription Civita Arletansi, évoquant l'époque de Constantin Ier, qui fit d'Arles l'une des capitales de l'Empire. C'est le premier âge d'or de la petite Rome des Gaules, qui deviendra un grand centre religieux au premier temps de la chrétienté. De cette période, le blason de la ville a gardé le monogramme du Christ, au sommet de la bannière portée par le lion. Enfin, avant de perdre son autonomie en 1251, Arles s'était rapproché de Venise. Le lion d'Arles aurait donc pour origine le fameux lion de Saint-Marc, emblème de la Sérénissime. Casar de Nostradamus, dans son Histoire et Chronique de Provence, parle d'un sceau de cette ville figurant dans une ancienne charte. Ce sceau de plomb porte d'un côté la figure d'un lion contourné, avec cette devise « Nobilis in primis dici solet ira leonis ». De l'autre côté, un château à 3 tours, celle du milieu plus élevée, avec cette autre devise « Ursa Latensis et Ostibus, Hostis et Ensis ». Il semble que la devise la plus connue, « Ab ira leonis », fut une devise de défi. La ville menaçait ses ennemis de la colère du lion qui la personnifiait. Certains auteurs admettent que la devise « Ab ira leonis » doit se compléter ainsi, « défendre nos dominés ». De la colère du lion, c'est-à-dire de nos ennemis, défendez-nous Seigneur. Elle devient, dans ce cas, devise d'invocation. Cette interprétation est, toutefois minoritaire. On trouve également Alma Leonis Uri, Arlatansi Ostibus, et Nisi Ab ira leonis et Senatus, Populusque Florentinus. Mais le texte Ab ira leonis, Ursa Latensis et Ostibus, Hostis et Ensis, plus complet, correspond à la devise généralement admise de la ville. Frédéric Mistral la commente, et en critique la prétention. Antiquité. La province romaine de Gaule narbonnaise est créée en 118 avant Jésus-Christ. Oppidum celto-ligure, le site d'Arles est fréquenté par des commerçants méditerranéens. Les Grecs fondent Marseille en 600 avant Jésus-Christ, et créent un comptoir sur le Rhône vers 500 avant Jésus-Christ, qui deviendra une colonie appelée Télinée. Lors de la poussée celte du début du IVe siècle avant Jésus-Christ, la cité revient sous domination autochtone et prend le nom d'Arlat. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, les conflits qui opposent Marseille et la Confédération salienne occasionnent à la cité d'importants dégâts. Après l'écrasement de la Confédération en 122 avant Jésus-Christ, les Romains s'installent en Provence. Arles se trouve probablement rattaché à la Gaule narbonnaise, fondée en 118 avant Jésus-Christ, bien que certains historiens incluent dès cette époque la cité arlésienne dans la zone d'influence de Marseille. Soutenant en 49 avant Jésus-Christ Jules César, contre Marseille, Arles en est récompensé, et devient une colonie romaine dès 46 avant Jésus-Christ. Sa fortune initiale date de cette époque. Elle bénéficie pendant presque 3 siècles de plusieurs plans d'urbanisme successifs au cours desquels elle s'embellit de ses nombreux monuments, et se protège avec ses remparts. Le christianisme s'installe dans la cité, et son premier évêque historiquement connu, Marcianus, est mentionné dès 254, dans une lettre de saint Cyprien. Après les destructions des années 250-270, que la tradition historique impute aux Alamans, le développement urbain ne reprend qu'au début du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, avec une nouvelle croissance politique et administrative, la cité devenant alors une résidence de l'empereur. Il y séjourne à plusieurs reprises, et y organise le concile de 314. Probablement en 407, l'administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules située jusqu'alors à Trèves, à Arles qui connaît en conséquence une véritable renaissance politique, puis ecclésiastique, un siècle exactement après Constantin Ier.
Toutefois, ce nouveau rôle n'exclut pas les menaces d'invasion des fédérés wisigoths, installés en Aquitaine depuis 418. Finalement, après de nombreuses tentatives, Arles est prise par Euric, et devient ville wisigothique en 476. Au Moyen Âge. Après une situation confuse au début du Vice-siècle, Arles passe sous protectorat ostrogoth en 508, puis devient ville franque en 536. Elle subit la peste de Justinien dès 543, ainsi que de nombreux sièges. Elle est investie à plusieurs reprises, notamment en 570, 574, 587 et la population se regroupe alors dans une enceinte réduite. On signale également une crue dévastatrice en 580, et des famines, en particulier celle de 585. Le siècle suivant, la cité est administrée par les représentants des branches mérovingiennes, soit dans le cadre d'une province unifiée, soit de manière individualisée par un duc. On a longtemps cru, Thèse de Pyrène aujourd'hui dépassée, à un arrêt du commerce. Dès la fin du 7e siècle, le commerce entre l'Occident et l'Orient méditerranéen est le fait de négociants juifs, probablement des Radhanites, seul lien entre l'islam et la chrétienté, qui utilisent les ports francs d'Arles et de Marseille. On sait aujourd'hui que le commerce continue après les Sarrasins. Vers le milieu des années 710, des troubles sont signalés, suivis à partir des années 720 par des raids sarrasins. Après la révolte en 735-739, du duc Morontalier aux morts, Arles et Avignon sont pillées et mises au pas avec rigueur, par le pouvoir carolingien. Toutefois à la fin du siècle, la renaissance carolingienne aurait été traduite dans la cité par le développement du commerce, et la remise en culture du territoire. Mais dès la mort de Charlemagne, l'histoire d'Arles s'inscrit dans le processus de désagrégation de l'Empire carolingien. Au gré des successions, apparaît un territoire autonome appelé Royaume de Provence. Des ducs turbulents dirigent alors successivement la région d'Arles, pillée en 842 et 850 par les Sarrasins, puis en 859 par les Normands. Finalement le 15 octobre 879, Boson se fait couronner roi de Provence et de Bourgogne. Ayant pris Vienne pour capitale, il doit alors affronter l'opposition de son frère Richard le Justicier, installé à Autun. Boson manque de légitimité. Son fils Louis, aveuglé en 905 par son ennemi Béranger d'Italie, prend pour régent Hugues d'Arles. Au début du Xe siècle, Hugues d'Arles s'installe, dès 911 à Arles dont il fait la capitale du royaume, dont il est régent pour Louis l'Aveugle. Il s'en désintéresse après 926, lorsqu'il devient roi d'Italie. La Provence a donc un roi aveugle et un régent absent. La couronne de Louis, décédé en 928, est remise à Raoul, roi de Francie occidentale, 923-936. Après la mort d'Hugues en 948, on voit apparaître sous l'autorité distante de Conrad II, la une dynastie des comtes de Provence, avec le comte Guillaume Ier, qui en chassant les Sarrasins en 973, s'émancipe de la suzeraineté du roi de Bourgogne. Dès 980, la paix revenue apporte les conditions d'un renouveau économique et la renommée du comte, un éphémère rayonnement politique. Moyen-Âge classique. Fra Angelico, Saint Dominique de Guzman, fondateur de l'ordre des Dominicains, s'installe à Arles en 1231. Dès les premières années du XIe siècle, les comtes de Provence ne sont plus en mesure de tenir les grands lignages en respect, et en 1008, à la mort de Roubaud, s'ouvre une période de troubles, aggravée par la puissance des grandes familles, la militarisation de la société arlésienne, et le rattachement, en 1032, au Saint-Empire romain germanique. Autre facteur d'affaiblissement, la réforme grégorienne. Suivant la paix de Dieu, elle conduit après 1078 à une véritable crise politique, entre le comte affaibli, et l'archevêque d'Arles excommunié, mais soutenu par la cité, et le comte de Toulouse Raymond IV, qui ne sera réglé qu'après 1096. Sur le plan économique, le mouvement de reprise amorcé dès la fin du Xe siècle continue après l'an 1000. Des terres sont remises en culture et la cité se développe à l'extérieur des murs. Après les tensions et les conflits des années 1015-1040, les défrichements reprennent, essentiellement sous la forme d'assèchement de marais, notamment autour de l'abbaye de Montmajour, comme ceux sur lesquels les moines et la ville d'Arles s'opposent avant de conclure un compromis en 1067 et en Cros, ou en 1073, selon un document. Les moines de Saint-Victor peuvent assécher les marais de Vacquières.
la ville s'ouvre aux commerçants italiens, qui remplacent les marchands juifs, radhanites, des siècles précédents à l'époque où Gênes et Pise deviennent des puissances en Méditerranée. Le XIIe siècle arlésien est occupé par des péripéties complexes où s'affrontent Gênes et Pise et où s'opposent les familles de Barcelone et de Toulouse, soutenues par leurs alliés arlésiens respectifs. Dans ce contexte d'instabilité politique liée en partie à l'installation contestée en 1112, de la deuxième dynastie des comtes de Provence qui sera une des causes des guerres Beaux V, Arles voit naître dès 1131, un mouvement d'émancipation urbaine appelé consulat. Préoccupation de l'empereur Frédéric Barberousse qui s'y fait sacré roi d'Arles en 1178, la ville en contrepartie perd vers 1180 son rôle de capitale comtale au profit d'Aix jugée moins turbulente. En prolongement de la prospérité précédente, Arles bénéficie durant ce siècle d'un développement économique avec notamment l'essor de ses activités maritimes et le commerce du sel et du vermillon qui enrichit la caste des chevaliers urbains. Sur le plan juridique, de nouvelles techniques apparaissent, et sur le plan religieux, la ville accueille dès les années 1140 les ordres militaires et s'embellit de nombreuses églises romanes. Le mouvement d'émancipation urbaine se poursuit au XIIIe siècle, toujours favorisé par l'empereur germanique, et contrarié par de nouveaux acteurs tels l'Église confrontée aux albigeois, les princes franciliens et la royauté française. Ainsi après les conflits de 1203-1218, liés au contexte de la première croisade des albigeois, la cité s'oriente en 1220 vers un type de gouvernement particulier, la podestarie qui encourage l'extension territoriale de la communauté. Arles entre alors en conflit avec la ville de Marseille, qui elle aussi essaye d'agrandir son territoire. En 1235-1238 avec la confrérie des Belles, puis en 1246-1250 lorsque la cité alliée à Avignon, Marseille et Barral des Baux fondent une ligue. Entre-temps, la ville d'Arles est placée sous celle de Tavay, où siège l'abbaye. Les cités-États profitent de la vacance du nouveau comte de Provence Charles d'Anjou, parti en croisade, 1247-1250, et Arles revendique une autonomie à tendance anticléricale. L'archevêque d'Arles Jean Bossan, menacé, doit s'exiler à Salon, avant de capituler le 30 avril 1251 devant Charles d'Anjou. Les Capétiens, après avoir mis en place une administration efficace et tatillonne, partent en Italie accompagnés de la noblesse arlésienne en 1265. Sur le plan politique, 1251 marque une rupture. La ville perd ses consuls remplacés par des fonctionnaires comtaux, ainsi que tous ses biens. Elle conserve toutefois quelques privilèges qu'elle va désormais défendre âprement. Et sa noblesse, autrefois fière, va désormais rechercher les honneurs en Italie, centre du nouveau pouvoir comtal. Le XIIIe siècle arlésien est également celui des ordres mendiants qui s'installent en nombre dans la ville, les Trinitaires en 1200, les Dominicains en 1231. La présence de ces ordres doit s'examiner en perspective des troubles politico-religieux agitant la Provence et le comté de Toulouse. Le pape Grégoire IX, se méfiant du manque d'efficacité pastorale des évêques, confie ainsi l'Inquisition dès sa création par la bulle Excommunicamus, 1223, aux dominicains, 2 ans après la mort du fondateur de l'ordre. Enfin, sur le plan économique, la prospérité continue et à la fin du siècle Arles atteint son optimum démographique du Moyen-Âge avec environ 15 000 habitants. Moyen-Âge tardif. Commencé en 1306, avec l'accueil des Juifs chassés du Languedoc, le Moyen-Âge tardif arlésien se termine par le pogrom de 1484, suivi de l'expulsion des Juifs de la cité, après le rattachement de la ville au royaume de France en 1483. Après l'installation de la première dynastie angevine en 1250, la cité subit un reflux général, d'abord politique au profit d'Aix, capitale du comté, puis ecclésiastique au profit d'Avignon, et enfin commercial au profit d'Avignon et de Marseille. Ce phénomène se trouve amplifié à compter des années 1340-1350 par un effondrement démographique, lié à la trilogie célèbre, guerre, peste, et disette. Pour Arles, la disette est un accident, la peste un mal périodique, et la guerre une menace permanente, venant du continent au XIVe siècle,
puis de la mer jusqu'à la fin des années 1460. Ainsi Arles est assiégée en 1368 par du Guesclin, représentant les intérêts du Capétien Louis d'Anjou, prise en juillet 1384 par les Tuchins lors de la guerre de succession de la reine Jeanne, et menacée à plusieurs reprises au XVe siècle par les galères catalanes. Le 4 juin 1365, entre deux conflits, Charles IV, roi de Bohême, voulant restaurer le royaume d'Arles, s'y fait couronner roi dans la cathédrale Saint-Trophime. Sur le plan démographique, à la suite de la peste de 1348, Arles va vivre un profond déclin, avec un plus bas démographique de 5000 habitants à la fin des années 1430, avant que n'apparaisse une lente reprise dans la seconde moitié du XVe siècle. Cette période difficile entraîne une solidarité communale plus grande, qui exclut toutefois les Juifs, avec la multiplication des confréries, sorte d'associations laïques, charitables et funéraires qui structurent au quotidien la vie des Arlésiens. Sur le plan politique, les guerres liées à l'installation de la seconde dynastie angevine permettent à la ville de retrouver en 1385 une partie de ses droits aliénés en 1251. Et paradoxalement, dans ce contexte déprimé, le pays d'Arles, fort demandeur en main-d'œuvre, devient un centre d'immigration. Ces flux migratoires seront à l'origine de la reprise et du repeuplement des années 1470. La crise démographique de la fin du XIVe siècle transforme toutefois l'économie arlésienne avec une agriculture qui décline au profit de l'élevage et du commerce des peaux et de la laine. Attirés par ce commerce, la présence de la papauté à Avignon et les fermes fiscales, des négociants italiens s'installent dans la cité et certains y fondent de puissantes familles. À la fin du Moyen Âge, la société arlésienne est devenue une société pastorale, avec une noblesse nombreuse et riche qui va dominer la ville jusqu'à la Révolution. Temps moderne. L'annexion d'Arles à la France se fait sans difficulté, et en 1536, les Arlésiens témoignent de leur attachement à leur récente patrie en arrêtant la seconde invasion de la Provence de Charles Quint. La paix revenue, Arles s'enrichit grâce à son vaste terroir progressivement remis en culture. C'est de cette époque que datent les premières tentatives modernes de dessèchement des marais et d'irrigation, avec notamment le canal de Craponne creusé dans les années 1550. Cette période de prospérité se traduit par le développement artistique de la cité. Plusieurs monuments publics, et des hôtels particuliers de style Renaissance sont alors édifiés. Toutefois, cette prospérité s'achève au début des années 1560, avec les guerres de religion. Ces troubles religieux et politiques, ponctués par la visite royale de Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis en automne 1564, ne prendront fin qu'avec le couronnement d'Henri IV. À cette guerre civile se rajoutent des calamités naturelles, peste et inondations. Après toutes ces épreuves, la situation financière d'Arles est catastrophique et la cité doit dès lors se résoudre à vendre une partie des biens communaux. La vente par la ville d'une partie de son immense territoire fait apparaître en Camargue de vastes domaines fonciers, qui participent à la reconquête agricole de ce terroir déserté depuis des décennies. Vers 1625, des conditions climatiques favorables permettent un accroissement de la production et relancent l'idée de l'assèchement des marais. En retour à l'enrichissement des classes nobles et bourgeoises, les arts se développent, et la ville se pare d'un grand nombre d'hôtels particuliers. De même, des modifications notables sont apportées aux établissements religieux. Dans ce renouveau architectural émerge le nouvel hôtel de ville achevé en 1675, puis à compter de 1679, les consuls entreprennent une politique d'alignement qui modifie considérablement l'aspect du centre-ville. Déchu de tout rôle politique, Arles ne brille plus que par l'éclat de son archevêché. L'élan pastoral impulsé par le Concile de Trente est relayé dans la cité par des archevêques actifs. Il en résulte une multiplication de congrégations religieuses tandis que la démographique incite à une rénovation des paroisses. Au tournant du siècle, Arles va renouer avec un épisode de tension et de catastrophe avec les risques d'invasion des troupes du duc de Savoie, l'hiver 1709, les intempéries et les inondations des années 1700 et 1710, et surtout la peste de 1721 qui emporte plus de 40% de la population. Toutefois, à partir de 1725,
L'agriculture bénéficie de conditions plus clémentes, et la ville continue son embellissement architectural. La noblesse fait un accueil favorable au modèle parisien et les hôtels de grandes familles arlésiennes sont alors construits tels que ceux de Quiqueran, de Beaujeu, ou du Roure. Cet embellissement se retrouve également dans la construction publique. Cette richesse s'accompagne de quelques crises de subsistance comme celle du 2 janvier 1752 qui éclate à la suite d'une pénurie de blé générée par la spéculation. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, la ville se tourne vers l'industrie. L'activité portuaire liée pour l'essentiel au trafic de bois, pierre, charbon, fourrage et blé, assure également la prospérité de la ville. En conséquence, la ville s'étend et des travaux communaux significatifs, pour la première fois depuis le début du XIVe siècle, sont réalisés à l'extérieur de l'enceinte médiévale avec notamment en 1775, le comblement des fossés de la Lys et en 1781, le transfert des cimetières urbains à l'extérieur de la cité. En 1788-1789, un rude hiver plonge dans une profonde misère une population accablée par l'impôt. Des émeutes éclatent, et après avoir récusé leurs députés aux États généraux, les Arlésiens se rendent maîtres de la municipalité. Le 4 août, ils déposent leur consul et un nouveau conseil est formé, composé de représentants de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et de diverses corporations. Dès les premiers mois de la Révolution, Pierre-Antoine Antonel, d'origine aristocratique, et chef mythique des Monédiers, partisan de la Révolution, devient le plus important protagoniste de la Révolution française à Arles. Élu le 15 février 1790 maire de la ville, grâce aux voix des artisans et des marins, et farouchement anticlérical, il s'oppose dans la cité à l'archevêque Monseigneur Dulot, et à ses partisans, les chiffonistes. Au cours de son mandat, le village de Fontevieille devient commune autonome, par déduction du territoire arlésien. Dans ce climat de violence quotidienne, les deux clans s'affrontent. Les élections de novembre 1791 donnent la victoire à la chiffonne emmenée par le nouveau maire Pierre-Antoine Louaille. Les Monédiers pourchassés quittent la ville pour se cacher en Camargue, et les vainqueurs transforment la ville en camp retranché royaliste. Le 21 mars 1792, Arles est déclarée en état de rébellion contre la République. Une armée de Marseillais se met alors en route, et entre le 27 mars dans une ville désertée, durant la nuit par les chiffonistes. En punition des sentiments légitimistes de la cité, la Convention nationale condamne la ville d'Arles à raser ses remparts, ce qui ne sera réalisé que partiellement. Au XIXe siècle, Arles est marquée par les épidémies de choléra. La cité subit également de profondes mutations, elle redécouvre son passé historique et se transforme de gros bourg agricole et portuaire, en ville ouvrière. Au début de ce siècle, vers 1824, le baron de Chartreuse, maire d'Arles, entreprend de remettre en valeur le patrimoine bâti, en dégageant les arènes, puis le théâtre antique. Port encore important au début du XIXe siècle, Arles perd dès 1848 son monopole de la navigation sur le Bas-Rhône, à cause des chemins de fer, ligne PLM, et se vide ainsi de ses marins, qui représentaient avec leurs familles près du tiers de la population. La ville trouve cependant un second souffle dans l'industrie. Les ateliers des chemins de fer qui recouvrent les Aliscamps attirent dès 1848 une nouvelle population. Un peu plus tard, des ateliers de construction navale apparaissent à Bariol. La population rurale, qui constituait encore 40% des habitants de la ville vers 1850, quitte la cité, vers les exploitations agricoles. En moins d'un demi-siècle, Arles devient une ville ouvrière. En parallèle, dès les années 1830, la cité se transforme en se dotant de nouveaux équipements. La ville se développe également en périphérie par extension de faubourgs et son territoire est mis en valeur. En 1856, des industriels bâtissent Salins de Giraud au sud de la commune, pour l'exploitation du sel, puis en 1892, 2 lignes de chemin de fer sont créées pour le développement de la Camargue. Le XXe siècle. Le début du XXe siècle, marqué par les crises vinicoles, et la guerre de 1914-1918, voit un retrait des cultures sur le territoire arlésien, au bénéfice de l'élevage.
La ville qui célèbre le poète du fait libre Frédéric Mistral et son muson Arlatène, se dote de quelques grands hôtels, notamment sur la place du Forum, qui préfigure l'orientation touristique de la cité. Au sud de la ville, apparaît le quartier Chabourlet, un nouveau quartier à l'architecture inspirée du style art floral. En 1944, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale détruisent plus d'un quart de son habitat, principalement dans les quartiers de Trinquetaille, de la Cavalerie, et du Trébon, c'est-à-dire autour des ponts, et de la gare ferroviaire. La reconstruction est dirigée par les architectes Pierre Vagot et Jacques Van Migom. Sur le plan agricole, la riziculture se développe en Camargue dès la fin des années 1940. Très éprouvée dans les années 1980 par des suppressions d'emplois industriels, la ville s'oriente vers des activités culturelles et acquiert une forte notoriété dans les domaines liés à l'image. Les rencontres internationales de la photographie, créées par le photographe Lucien Clergue, en 1970, deviennent une manifestation internationale, et des maisons d'édition littéraires et musicales s'installent dans la cité. Le XXIe siècle est le renouveau. Les ateliers du chemin de fer désaffectés pendant 10 ans, ont vu naître un projet dans les années 1990, pour les réhabiliter. En 2010, la Grande Halle est rénovée, mais il faut attendre fin 2013, pour voir apparaître un projet concret, l'Umarl. La fondation Luma, dirigée par la milliardaire suisse Maja Hoffmann, fait acquisition d'une parcelle de 10 hectares du site, auprès de l'Agence régionale d'équipement et aménagement, Areapaca. Le projet prévoit la rénovation des bâtiments existants et la réalisation d'un nouveau bâtiment dessiné par Franck Géry, un architecte mondialement connu, qui a déjà réalisé le bâtiment de la Fondation Vuitton à Paris, dans le but de réaliser un campus culturel international. Le chantier est lancé officiellement le 5 avril 2014 où la première pierre est posée. La tour Géry devrait atteindre le seuil de 57 mètres, ce qui en fera le point culminant de la ville. Elle est de style déconstructiviste en acier, verre et béton et devrait s'achever en 2018. L'ouverture est prévue pour le 26 juin 2021. Le coût est estimé à 150 millions €, un investissement aux retombées économiques importantes.